je m'adresse, si vous me permettez, à travers votre micro et à travers votre caméra à M. Astou, qui est notre grand maître à tous. Lorsque l'on parle de polar français, certains noms nous viennent immédiatement en tête. Jean Gabin, Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. Mais derrière toutes ces figures légendaires, il y a un cinéaste dans l'ombre qui a façonné ce genre. Un cinéaste perfectionniste, solitaire et très secret, qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma français. Aujourd'hui, dans la caverne du ciné, je vous propose de plonger dans l'univers de Jean-Pierre Melville, celui que certains surnommaient le maître du silence, ou encore le samouraï du cinéma français. Pour lui dire, M. Astou, repensez complètement le problème du cinéma, laissez-le être ce qu'il doit être, c'est-à-dire un art absolument libre de tout. Il portait toujours ses lunettes noires, même à l'intérieur. Avec son chapeau Stetson à large bord, son imperméable et son cigare, il a créé une silhouette hollywoodienne à mi-chemin entre le producteur et les héros de films noirs. Précurseur de la nouvelle vague, sans jamais en faire partie, il fut un artisan solitaire. Derrière ces histoires de gangsters au flegme implacable, c'est toute une vision du monde, élégante, glaciale et profondément personnelle qui s'impose. Retour sur l'étonnante carrière d'un grand cinéaste français qui m'a donné envie de parler de cinéma. Est-ce que le cinéma va mieux? Non, pas du tout. Il va plus mal que jamais. Jean-Pierre Grumbach, plus connu sous le nom de Jean-Pierre Melville, est né à Paris le 20 octobre 1917 de Jules et Berthe Grumbach, une famille juive alsacienne installée sur Paris. C'est en 1923, à l'âge de 6 ans, qu'il se passionne déjà pour le cinéma. Ses parents lui offrent alors une caméra et dès lors il commence à réaliser ses premiers films en filmant ses proches, ses parents, sa sœur Janine ou son grand frère Jacques. Et en 1933, à l'âge de 15 ans, il décide de devenir cinéaste après avoir assisté à la projection du film épique de Frank Lloyd, Cavalcade. C'est dès lors que naît sa passion du cinéma américain, qui l'influencera de manière capitale. Parmi ses idoles, les grands cinéastes américains de l'âge d'or hollywoodien, dont il observe attentivement la mise en scène et la rigueur narrative. Alors les deux films policiers américains qui m'ont le plus passionné avant même de dire qu'ils m'ont influencé sont qui est Asphalt Jungle, Quand la ville dort, et puis un moins ancien, un plus récent, qui remonte à 59, qui est Le coup de l'escalier, Odds Against Tomorrow. Et durant la Seconde Guerre mondiale, il part rejoindre la France libre à Londres en 1942, et c'est alors qu'il prend le pseudonyme de Melville, en hommage à l'auteur de Moby Dick, Herman Melville. Un nom qu'il gardera toute sa vie et qui deviendra bientôt sa signature artistique. Parce que je ne suis vraiment pas spectateur de mes films, je ne connais rien à mes films. Une fois que je les ai réalisés et livrés, d'abord je ne les vois pas. Et à la fin de la guerre, il demande une carte d'assistant metteur en scène qui ne lui est pas accordée. Mais refusant de passer par les voies officielles, il choisit d'emprunter sa propre route. Pas question pour Jean-Pierre de passer par une voie académique ou d'attendre l'aval d'un quelconque studio. Fidèle à son tempérament indépendant, il fonde sa propre société de production en 1947 et crée ses propres studios, le fameux studio Jenner dans le 13e arrondissement de Paris au 25 bis rue Jenner, réinventant l'usage d'un entrepôt au-dessus duquel il vécut de 1953 à 1967. C'est là-bas qu'il y tourne son premier long métrage, Le silence de la mer, d'après un texte de Vercors, tourné en 1947 et sorti en 1949. Le long métrage connaît un bel écho auprès du public avec plus d'1,3 million d'entrées. Melville y impose déjà son style qui n'appartient qu'à lui. L'auteur avait refusé de me vendre les droits du... L'auteur, c'est Vercors. Vercors. Il avait refusé de me vendre les droits de son livre, 10 ans, prétextant que son livre appartenait au patrimoine national et qu'il n'en était plus maître. Un cinéma épuré, rigoureux, porté par une certaine atmosphère. Et comme Jean Cocteau tombe sous le charme de ce premier film, il confie à Jean-Pierre Melville l'adaptation cinématographique des Enfants terribles. Le public est moins nombreux à se déplacer, mais il attire tout de même un peu plus de 700 000 personnes en salle. Et afin de montrer ses capacités d'adaptation, il tourne un mélodrame plus classique intitulé « Quand tu liras cette lettre » en 1953 avec Juliette Gréco. Si le film trouve son public avec plus d'1,1 million de spectateurs en salle, les critiques, elles, sont beaucoup moins élogieuses. Puis il enchaîne 2 échecs avec Bob le Flambeur, un film de gangster atypique sorti en 1956, et 2 hommes dans Manhattan, un thriller sorti en 1959. Godard, Truffaut, Chabrol, tous les 3 voient en lui un modèle, un pionnier qui prouve qu'il est possible de s'affranchir des règles et de tourner autrement.
Pourtant, Melville ne se confond pas avec la nouvelle vague. Je crois que ce que l'on a appelé le phénomène de la nouvelle vague a tort, puisque la nouvelle vague n'a existé que pendant 3 ans. Là où Truffaut ou Godard cherchent la spontanéité, l'improvisation, Melville reste attaché, lui, à une mise en scène millimétrée, à une esthétique rigoureuse. Même s'il partage avec eux l'amour du cinéma et l'esprit d'indépendance, mais son univers, lui, reste singulier, plus froid et surtout plus codifié. Chez lui, chaque geste et chaque silence comptent. Un style qui éclatera dans les années 60. C'est d'ailleurs en 1961 qu'il rencontre Jean-Paul Belmondo et c'est le début d'une fructueuse entente puisqu'ils vont tourner 3 films ensemble. Tout d'abord, Léon Morin prêtre, une adaptation du roman éponyme de Béatrix Beck, qui reçoit un excellent accueil public et critique où il oppose Jean-Paul Belmondo à Emmanuel Riva. Puis quand j'ai connu Jean-Paul, la question ne se posait même pas, c'était Jean-Paul Belmondo qu'il fallait prendre pour faire Léon Morin et personne d'autre. Et le long métrage attire plus d'1,7 million de spectateurs en salle. Melville renoue ensuite avec l'univers des films noirs. En 62, tout d'abord avec Le Doulot, il signe un film magistral porté par Jean-Paul Belmondo où la frontière entre truands et policiers s'efface dans un jeu de dupes permanent. Je t'ai dit que j'avais les moyens de te dépanner. T'es le deuxième en 24 heures. Croyez tous que je suis fini. J'ai jamais dit que t'étais fini. L'année d'après, il oppose Charles Vanel et Jean-Paul Belmondo dans L'année des fers chauds, d'après l'œuvre de Georges Simenon. Capable de se montrer aussi bien jovial que glacial, Jean-Pierre Melville se disputait souvent avec son entourage, il faut bien le dire. Il s'est fâché avec un très grand nombre de ses collaborateurs, et notamment sur le tournage de L'année des fers chauds où il s'en prenait sans arrêt à Charles Vanel. À la suite de quoi, Belmondo, excédé, ne supportait plus ses remontrances. Faites-nous descendre par ces feux, on n'est pas des guignols. Moi aussi j'en ai marre, monsieur Melville. Marre et jusque là. J'en ai ras-le-bol. Parce que moi je suis pas un guignol. Il arracha les lunettes et le chapeau de Melville, le poussa violemment, puis quitta le plateau avec Vanel pour ne plus jamais y mettre les pieds, ce qui posa bien évidemment de gros problèmes pour finir le film. Et ce n'est qu'en 1966 que Melville revient derrière la caméra avec Le Deuxième Souffle. Il confie le rôle-titre à Lino Ventura, un film qui impose définitivement son style, des hommes solitaires pris dans un univers de règles tacites et de fidélité absolue, condamnés par avance à une fin tragique. D'ailleurs, c'est un long métrage qui a connu un beau succès en salle avec près de 2 millions d'entrées. Regardez ce type. Il est plus dangereux que jamais. Gus s'est évadé. Gus et Manouche, c'est Alban. Mais c'est surtout avec Alain Delon que Jean-Pierre Melville trouve son acteur fétiche. En 1967, le samouraï fait entrer le polar français dans une autre dimension. Delon y incarne l'un de ses plus grands rôles, Jeff Costello, un tueur à gages au visage impassible. Mais il avait une moustache, je crois. Pourquoi vous êtes-vous rasé la moustache, Costello? Je n'ai jamais porté de moustache de ma vie. Figure presque abstraite, réduit à un code d'honneur et à une précision mécanique. Alors honnêtement, tout y a épuré, les dialogues, les décors, la mise en scène. Le film devient culte. Mais malheureusement, le 29 juin 67, un incendie détruit la majeure partie des studios Jenner. Et Melville, très affecté, n'a jamais exclu l'hypothèse de l'incendie criminel. Ils ont complètement brûlé. Et c'est pour ça que vous ne ferez plus de film alors? Je crois que c'est une des grandes raisons. Sauf si, comme je le crois d'ailleurs, je vais les reconstruire. Si je les reconstruis, je referai certainement un film. Il poursuit dans cette voie avec L'Armée des Ombres en 69, son œuvre la plus personnelle, adaptation du roman de Joseph Kessel. Plus qu'un film sur la résistance, c'est un témoignage, une fresque sombre et implacable sur l'engagement, la peur et le sacrifice. Ce film est longtemps mal reçu en France pour son absence de glorification héroïque. Mais heureusement, il est aujourd'hui considéré comme l'un des sommets du cinéma français. À noter que les relations entre lui et Ventura se sont détériorées lors du tournage. D'où comme en 63, avec Belmondo, Lino Ventura n'adressa plus la parole à Melville, ne communiquant avec lui que par assistant interposé. En effet, tous les deux sont en froid depuis un malentendu survenu sur le tournage du Deuxième Souffle. Mais un contrat obligeait l'acteur à tourner une seconde fois devant la caméra de Melville. Qui plus est, Melville fait tout pour agacer Ventura afin de le mettre dans les conditions nécessaires de son point de vue avec le rôle. Qu'est-ce que vous voulez? Stalingrad sera conquise et débaptisée. C'est pour la barbe. Enfin, en 1970, le Cercle Rouge réunit Alain Delon, Yves Montand et Bourvil dans un polar d'une maîtrise absolue. La séquence du braquage, muette et minutieusement chorégraphiée, entre directement dans l'histoire du cinéma. Cette année, je reviens à De vieilles amours, le film policier, d'aventure, physique. Et elle inspire encore de nombreux cinéastes contemporains. Le Cercle Rouge reste son plus grand succès.
Le film a réuni plus de 4,3 millions de spectateurs en salle et se classa 5e de l'année au box-office français. Un vrai chef-d'œuvre. Pour se cacher, il demandera de l'aide. Tu le sauras. Et moi aussi. À demain. Il faut dire qu'au début des années 70, Melville est au sommet de son art. Mais l'échec relatif d'un flic avec Alain Delon et Catherine Deneuve, sorti en 1972, le toucha profondément. Lui qui travaillait sur un film d'espionnage avec Yves Montand, dans le rôle principal, n'aura pas le temps d'aller au bout de ce long métrage. Puisque le 2 août 1973, il décède dans un restaurant parisien à l'âge de 55 ans. Comme jadis son arrière-grand-père, son grand-père et son père. Il a toujours été persuadé de mourir à cet âge-là. Avec ses films, Melville s'est forgé un univers qui lui est propre. Un cinéma fait de silence, de fatalité où les personnages semblent avancer vers leur destin inéluctablement. Sa disparition laisse le cinéma français orphelin d'une voix singulière, d'un artisan intransigeant qui travaillait en marge du système mais en avait redéfini les codes. En 25 ans de carrière et 13 longs métrages, Jean-Pierre Melville a réussi à s'imposer comme le maître du film noir. Et son héritage dépasse largement les frontières de la France. Que ce soit Martin Scorsese, Quentin Tarantino, John Woo ou encore Michael Mann, tous revendiquent son influence, qu'il s'agisse de la précision, des braquages, de la figure du gangster solitaire, ou même de l'atmosphère nocturne de ses films. J'ai vu pour la première fois Le Samouraï il y a 2 ans chez Delon. Donc, 4 ans après l'avoir tourné, je ne l'avais jamais vu. Aujourd'hui encore, Le Samouraï ou Le Cercle Rouge figurent parmi les références incontournables du film noir, au même titre que les classiques américains que Melville admirait tant dans sa jeunesse. Que ce soit derrière les imperméables ou derrière les braquages minutieux et les silences pesants, Melville nous parle en réalité de la condition humaine, de la loyauté, de l'honneur et de cette solitude que chacun porte en lui. Voilà pourquoi plus de 50 ans après sa mort, son cinéma reste vivant, toujours prêt à nous hanter. Alors j'espère que cette rétrospective sur Jean-Pierre Melville vous a plu, et dites-moi dans les commentaires quel est votre film préféré avec lui ou le film qui vous a le plus marqué. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. Et désormais, vous pouvez soutenir la chaîne en devenant membre soutien, en appuyant sur le bouton rejoindre. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné, je vous embrasse. Ciao.